Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 18 de ce Giro. On parlera de l'étape numéro 17 parce qu'hier, on n'a pas fait de débrief. J'ai fait un petit peu de route pour me retrouver ici et j'étais un petit peu fatigué et surtout, j'ai vu 4 km et demi de l'étape. Alors, j'ai suivi l'étape avec le live text de la chaîne L'équipe, enfin du site L'équipe. Et puis Pro Cycling Stats, mais voilà, j'ai vu véritablement que 4 km d'étape. Aujourd'hui, j'ai vu un petit peu plus d'étapes, donc on va faire le débrief de cette journée. On fera juste pas de résumé de l'étape, parce que bon, aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose. On peut faire un résumé rapide, mais il s'est pas passé grand-chose. Note de l'étape, on reviendra sur l'étape numéro 17, plein de fois le mot étape, et puis bilan des bleus, top, flop, comme d'habitude. Ça, vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu, mais à partir de demain, on va essayer d'en refaire, notamment pour l'étape de vendredi, l'étape de samedi. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et on commence tout de suite avec cette vidéo, donc avec l'étape du jour. Cette étape numéro 18, encore une fois, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu une échappée matinale qui a mis un petit peu de temps avant de se former. Échappée qui était composée de 4 coureurs. Nous avions Pietrobonne, Fiorelli, Honoré, et il m'en manquait un, bien entendu, Pietrobonne, Maestri, qui est encore dans l'échappée du jour, le coureur de la Politico Metal, meilleur ami de Julien Alaphilippe. Et puis, Edoardo Affini s'est rajouté pendant une quarantaine de kilomètres sur la fin. Mais bon, que ça soit Lidl Trek notamment, n'a jamais laissé cette échappée prendre de l'avance. L'écart maximum a dû être de 2 minutes 30. Derrière, on a tout le temps roulé. Parce que du côté de la Lidl Trek, on était assez tendu sur cette étape. Je pense qu'on voulait essayer que Jonathan Milan gagne une 4e étape. Mais on en a peut-être trop fait aujourd'hui du côté de cette journée. Ce qui fait que dans le final, il manquait un petit peu de main-d'œuvre autour de Jonathan Milan. Contrairement à ce qu'on a pu voir du côté de Tim Merlier, ce qu'on a pu voir également du côté de certaines équipes, même si parfois c'était pas bien organisé, notamment pour la Groupama FDJ. On note tout de suite l'étape, j'ai mis un 10 sur 20. C'est vrai que j'ai pas eu de suspense aujourd'hui. Bon, on s'attendait à un sprint. Le sprint est intéressant, ça je dis pas, le sprint est intéressant. Mais c'est vrai qu'il m'a manqué un peu ce suspense qu'on peut avoir en 3e semaine entre 7 bagarres pour l'échappée, 7 bagarres entre l'échappée et le peloton, entre les équipes de sprinters et les échappés. Là, on ne l'a pas eu, voilà, tout simplement. Donc, c'est ce qui m'a manqué un petit peu dans cette étape numéro 18. Allez, on passe tout de suite à l'étape numéro 17. Chose promise, chose due. Débrief un petit peu de cette étape numéro 17 avec légèrement du retard. Eh bien, ça a été une étape un petit peu surprenante avec ce Passo Brocone, avec un Romain Bardet qui cherchait la victoire d'étape, qui a fait rouler son équipe. Mais on se demande vraiment quel était l'intérêt en fin de journée. Oui, il avait raté l'échappée, ça veut dire qu'il fallait rayer cette étape. Il a roulé. Je suis pas sûr qu'en plus au final avec le pourcentage vu qu'on faisait tant que ça à Romain Bardet, il a tenté, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et une course qui a été assez surprenante. Steinhauser, pendant très longtemps, il n'avait que 20 secondes, 30 secondes d'avance sur le peloton. Et puis d'un coup, ça s'est regardé parce que Pogacar ne voulait pas forcément que ça roule vite sur cette étape. Notamment Maïka a un petit peu engueulé vers Marqueux entre la UAE et la DSM. Et du côté de la Ineos, du côté de la Bora, on a commencé à rouler assez tardivement sur cette journée. Donc Steinhauser avait pris suffisamment d'avance pour pouvoir s'imposer sans trop de problèmes du côté du Passo Brocone. Première victoire en grand tour pour le neveu de Jan Ullrich, le coureur allemand. Son père également a été coureur cycliste à la Gerolsteiner notamment.
et du côté de Steinhauser. On en avait parlé, c'était pas mal ce qu'il faisait depuis le début de Giro. Moi j'en avais parlé notamment sur l'étape où il prend la 3e place, on l'avait mis parmi les tops. Donc c'était vraiment une belle étape pour Steinhauser. Du côté de Pogačar, l'avantage c'est qu'il y a encore des équipes qui ont fait le job pour rendre la course difficile sur cette étape et pour lui permettre dans le final de pouvoir attaquer. Bon, voilà, il est sur une autre planète, Pogačar, donc c'est pas vraiment une différence par rapport aux autres journées. Bon voilà, il n'a pas aimé la stratégie de la DSM, ça on l'a bien compris. Du côté de Geraint Thomas 4e, pour le moment il est toujours là, Geraint Thomas. Tiberi finit bien ce Giro, il y a eu 15 jours où il était un petit peu moins bien. Tiberi, c'est quand même un Giro très solide de la part du coureur italien. Geraint Thomas 4e, pour l'instant il craque pas, moi je pensais qu'il allait craquer. Pour l'instant il craque pas, donc il est en train de me faire mentir. Le coureur britannique, parce que je m'attendais plus à ce que ça soit O'Connor qui s'en sorte que Geraint Thomas, et le perdant du jour c'est Ben O'Connor qui se retrouve à perdre 40 secondes sur cette étape. Ça sera mi-figue mi-raisin quand même s'il finit pas sur le podium Ben O'Connor, parce que d'un côté il se dira bon je suis 4e comme sur le Tour de France, c'est la 2e fois que j'arrive à être 4e sur un grand tour, mais ça aura je pense une saveur un peu plus amère pour O'Connor, parce qu'il avait une belle équipe autour de lui. La Decathlon est en tête même du classement des équipes. Mais lui, je pense qu'il était peut-être un peu en dessous, peut-être en forme trop tôt, Ben O'Connor. C'est vrai que sur le Tour des Alpes, c'était pas mal du côté de Ben O'Connor. Et contrairement à Geraint Thomas qui était pas top du côté du Tour des Alpes, eh bien c'est peut-être Geraint Thomas qui avait raison et pas Ben O'Connor. On voit également un Nairo Quintana qui finit bien sur Tour d'Italie. Il a eu du mal à se mettre dans le rythme. Peut-être aussi qu'il manquait de jours de course quand même avant cette épreuve. Là, ça finit pas mal. Maïka qui est aussi très costaud, parce qu'on parle de Pogačar, mais Maïka il fait quand même top 10 sur cette étape. Et puis les mauvaises surprises, c'est Pozzovivo qui perd énormément sur cette journée. Seulement 50e de l'étape. Ça a été dur pour Domenico Pozzovivo sur cette journée. Puis c'est bien quand même pour l'AEF sur cette victoire de Steinhauser parce qu'il a été encore une fois très 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 solide sur cette étape. À 22 ans, c'est quand même du costaud pour le coureur allemand. Je trouve qu'il fait un Tour d'Italie. Alors je dirais pas parfait, parce que moi j'aurais bien aimé qu'il joue le classement du maillot blanc. Je pense qu'il avait les capacités pour le faire. Bon, il a décidé de jouer plutôt les étapes. Il y a quand même 2 top 5 pour lui. Et puis des bons contre-la-montre également. De toute façon, il a la même technique que son oncle. C'est-à-dire il a le cul vissé sur la selle. On sent que c'est pas un petit gabarit, 89-65 kg, et c'est un gabarit qui est très puissant. Donc les fesses sur la selle, et puis c'est pas vraiment le profil du grimpeur type. C'est-à-dire, vous savez, le grimpeur qui se déhanche énormément, à la Julien Lafilippe, à Alberto Contador. Là, on est sur tout le contraire. C'est-à-dire plutôt le coureur qui reste sur un tempo et puis qui essaye de tenir ce tempo le plus longtemps possible. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus de cette étape du jour, il n'est pas très positif, le bilan de cette étape du numéro 18. On peut quand même noter encore la performance tout à fait correcte d'Agnolowski aujourd'hui, encore 5e. C'est pas mal de Lowski. Alors c'est dommage, il est en 2e rideau à l'approche du sprint. Il est un petit peu loin, Agnolowski, le Polonais. S'il avait réussi à prendre la roue, aller d'un Jonathan Milan ou des coéquipiers de Jonathan Milan, la roue d'un Cadengrove, d'un Tim Merlier, il aurait peut-être pu faire encore un bon résultat. C'est quand même un Tour d'Italie plutôt très intéressant pour le coureur polonais, avec une 2e place jusqu'à maintenant, 2 5e places pour Agnolowski. La saison est pas mal pour le coureur polonais. Il avait fait également 9e à Francavilla al Mare, 8e à Fossano. Non, il n'y avait pas de 2e, 5e place. J'ai dit une bêtise, donc voilà. C'est un Tour d'Italie correct. On n'attendait pas grand-chose d'Agnolowski sur cette course. Moi, je n'étais pas en attente de ce coureur. Bon, il arrive quand même à marquer des points. Plus la victoire de Benjamin Thomas. Je dirais qu'on limite quand même bien la casse pour la Cofidis sur une course où on ne s'attendait pas à grand chose, et puis c'est une course qui a permis de déclencher une dynamique positive dans cette structure après un début de saison qui n'avait pas été bon.
On était en proie au doute du côté de la Cofidis. On a même fait une sorte de commission spéciale en interne pour essayer de comprendre ce qui ne marchait pas, quels étaient les problèmes du côté de la structure Cofidis, un audit interne. Je ne sais pas si c'est grâce à cet audit interne que ça a amené la victoire de Benjamin Thomas et les résultats d'Anelowski. Si c'était le cas, ça veut dire que c'était du bon boulot encore du côté de la direction de la Cofidis et du côté de Stanisław Anielowski. C'est très bien ce qu'il fait, c'est très bien. C'est pas simple. Premier grand tour, 27 ans, peu d'expérience quand même sur les grosses courses. C'est pas un coureur qui a fait énormément d'épreuves World Tour dans sa carrière. Donc non, c'est très bien. Voilà, il apporte des points. On lui demandait pas plus en fait à Anelowski. C'est un coureur qui doit apporter des points. Il y a encore une possibilité, c'est du côté de Rome. On verra ce que ça va donner. Voilà pour le coureur polonais, mais pour l'instant, il a rempli les objectifs. Voilà, c'est tout à fait correct de la part du coureur polonais. Maintenant on passe au bonnet d'âne sur cette journée. Le premier bonnet d'âne, bon, c'est Hofstetter parce que c'est moins un gros bonnet d'âne que le deuxième. Hofstetter, il n'a pas de chance, Hofstetter. C'est-à-dire qu'il est tombé sur des mecs qui ont décidé de lancer hyper loin de l'arrivée. La Lidl n'était pas en place, ce qui fait que ça a complètement perturbé la manière d'amener ce sprint. Les Lidl ont perdu Jonathan Milan. Ils s'en sont aperçus très vite. Des fois, il y a des équipes où on s'en aperçoit pas, on continue de faire le tempo et c'est les autres coureurs qui en profitent. Là, ils s'en sont aperçus. Donc, ils se sont dit, paf, on arrête de rouler. Pourquoi ? Parce que en arrêtant de rouler, ça peut permettre à ton sprinter de remonter. Tu vois, le problème de Milan, c'est qu'il était 15e, 20e à l'approche des 600, 700 derniers mètres. Donc, ils se sont dit, on arrête de rouler. Sauf que derrière, il n'y a pas une équipe qui a forcément repris tout de suite. Et ça a été un petit peu perturbé voilà, sur l'approche de ce sprint. Et bon, Hofstetter décide de lancer de loin, mais il lance quand même de très loin. Et là, ça ne pouvait pas le faire. Ça ne pouvait pas le faire. C'est dommage pour Hofstetter parce qu'à un moment, il était dans la roue de Milan. Je pense que quand Milan a perdu ses équipiers, lui, il a réussi à rester dans la bonne direction, du bon côté. Mais voilà, il n'arrive pas à obtenir le résultat qu'il souhaitait, je pense. Hofstetter, pour l'instant, il y a une 5e place à Cento. Après, c'est vrai que c'est pas facile pour Hofstetter parce que c'était pas, je pense, l'objectif numéro 1 d'aller jouer les sprints. Normalement, je pense que son objectif, c'était d'aider Pickrell ou d'aider Vermont. Sauf que les deux ont abandonné très vite. Donc, il s'est retrouvé avec ce statut de sprinter numéro 1. Sauf que c'est peut-être pas forcément un statut qu'il avait l'habitude d'avoir chez Israël depuis le début de saison. Et puis surtout, pas sur des courses de cette envergure-là, World Tour. Et là, c'est ce qui fait la différence. C'est l'habitude d'aller frotter avec les meilleurs. Ça a été plus compliqué voilà, pour Hugo Hofstetter. Donc, ouais, un Giro qui est pas évident. C'est pas une saison catastrophique pour lui, parce que je pense que l'année dernière, c'était bien pire du côté de chez Arkea, mais on est loin de sa saison 2022, où il avait vraiment un super niveau, le coureur français. Le flop du jour, c'est Pitty. On reproduit les mêmes erreurs, donc les mêmes erreurs conduisent aux mêmes conséquences. Ça, on est bien devant à 5 bornes de l'arrivée, du côté de la Groupama. On a réussi à le voir sur ce Giro. Ils étaient bien devant. C'était bien devant. Ouais, mais sauf qu'à 2 bornes de l'arrivée, il n'y a plus personne. Et moi, je le sens tout de suite. Il n'avait plus qu'un équipier. Je me suis dit, un équipier devant, c'est mort. C'est mort. On est sur un sprint. Ça pourra pas le faire. Ça pourra pas le faire du tout. Il va se retrouver en grande difficulté dans ce genre de situation. Laurens Pitty, et ça n'a pas manqué. Il s'est retrouvé en grande difficulté. Et après, derrière, c'est mort. C'est pas un mec qui... Alors, c'est un mec qui sait se placer, Pitty, mais là, c'est sur un sprint World Tour, c'est plus compliqué qu'un sprint d'une course par étape. Voilà, on est sur le Giro. Le Giro et le Tour de France, tu sais que c'est peut-être les sprints dans les courses par étapes les plus compliqués. Il faut du monde. S'il n'y a pas de monde dans le final, tu ne peux pas faire de miracle. Alors oui, c'était possible
peut-être il y a 15 ans où il faut être vraiment très fort. Si tu n'es pas très fort, c'est difficile. Et je pense que Pitti, en plus, je ne sais pas si le Tour d'Italie était prévu pour Laurens Pitti. J'ai des doutes parce que je me dis, j'ai l'impression qu'il dit quand même en interview qu'il est fatigué. Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Là, pourtant, il essaye encore de prendre des risques. Il fait l'intérieur au train de la Lidl Trek. Il s'intercale dans le train de la Lidl Trek. Sauf que, bah oui, ça peut pas le faire. Parce qu'en plus, à la Lidl Trek, dans le final, ils sont plus organisés. S'il y a un équipier, Laurens Pitti, il n'est pas obligé de faire ça. Sauf qu'il n'a pas une équipe solide autour de lui. Donc, ce qui fait la différence. Ce qui fait, ce qui rend la situation compliquée. J'ai vu une statistique. Je crois que ça fait quasiment 130 étapes que Groupama n'a pas gagné en grand tour. Il y a parce que Thibaut Pinot, par exemple, l'année dernière avait fait 2, n'avait pas réussi à gagner une étape. Ça fait, je crois, 130 étapes d'affilée que la Groupama FDJ ne s'impose pas sur une étape de grand tour. Donc ça doit faire le 11e grand tour quasiment où ça arrive d'affilée. C'est énorme. Ça fait, je crois, 3 ans et demi, 4 ans qu'ils n'ont pas remporté de victoire étape sur un grand tour. Ça commence vraiment... on parlait de la Cofidis avec le Tour de France, mais eux aussi, ça commence à faire longtemps. Ça serait bien de retrouver le chemin de la victoire. Mais ça a été un Giro assez fantomatique quand même de la Groupama FDJ. On a assez peu vu les maillots de cette formation sur les 3 semaines de course, à part le petit Enzo Palini sur l'étape remportée par Benjamin Thomas. Mais sinon, c'est vrai que c'est une équipe qui a été beaucoup trop discrète pendant ces 3 semaines de compétition. Allez, on regarde tout de suite, pour le moment, du côté des coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top de cette étape, et du côté des coureurs au top, eh bien, on va parler du vainqueur du jour, Tim Merlier. Statistique intéressante du côté de Tim Merlier. Quick-Step est à 17 victoires cette saison. Tim Merlier en a apporté 9. C'est-à-dire que sans Tim Merlier, tu as la moitié des victoires de ta structure qui dégagent. C'est dire l'importance qu'il a cette saison. On parle toujours de Remco Evenepoel, on parle toujours de Julien Alaphilippe. On sous-estime toujours Tim Merlier. On le sous-estimait déjà l'année dernière, on le sous-estimait chez Alpecin de Koninck. Mais c'est un coureur qui est hyper important dans cette structure. Et là, ce qu'il a fait, c'est du très bon travail. Voilà, c'est très très bien ce qu'il a réalisé sur cette étape. Moi, je suis très content pour lui parce que, bon, je l'avais dit, pour moi, il devait aller sur un grand tour déjà l'année dernière. Bon, normalement, il devait faire la Vuelta, on lui squeeze la Vuelta. Je me disais, putain, en début de saison, il faut qu'il fasse un grand tour. Et je le voyais bien sur ce Giro. Cette deuxième semaine, il y aura des regrets parce que il est disqualifié, il rate un sprint, il perd toute chance pour le maillot cyclamen, alors que quand tu regardes, quand vous regarderez le classement final en fin de vidéo, vous pouvez voir que les écarts de points n'étaient pas si énormes que ça du côté de Tim Merlier. Mais moi, je suis heureux parce que il y avait un peu cette malédiction autour de Tim Merlier. À chaque fois qu'il va sur un grand tour, il ne remporte que le premier sprint. Et là, il arrive à démontrer qu'en 3e semaine, il peut toujours être là. C'est vrai que c'était assez surprenant parce que Tim Merlier n'est pas le sprinter qui passe le moins bien les bosses. Il y a bien pire que lui. Je pense Jacobsen, je pense même Groenewegen, c'est pas si dingue que ça. Même s'il a progressé, Groenewegen, il a quand même beaucoup progressé dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que Tim Merlier, il avait peut-être du mal dans ces 3e semaines. C'était peut-être des soucis de récupération. Peut-être aussi qu'il y avait été dans des structures, notamment le Giro. C'était le premier Giro d'Alpecin de Koninck. Les mecs ne connaissaient pas les grands tours. Faut le dire, mais quand une structure ne connaît pas un grand tour, c'est pas toujours facile. Regardez notamment la Tudor. C'est pas si évident que ça quand c'est ton premier grand tour dans ta carrière. Et du côté de Tim Merlier, il y avait peut-être eu ces problèmes de structure. Le fait est aussi que très souvent, ce n'était pas le leader toujours de sa formation. Parfois, il devait faire le job avec d'autres coureurs. Forcément, il y avait sa dernière course avec Alpecin, enfin l'une de ses dernières courses, c'est la Vuelta. Sa Vuelta avait été ratée. Et puis l'année dernière,
Aucun grand tour. Alors pourtant, il avait fait un énorme début de saison. Je n'avais pas vraiment compris pourquoi. Je pense qu'il y avait eu encore une fois, il y avait eu des choix de Remco Evenepoel. Mais voilà, encore une fois, il faudrait arrêter de sous-estimer Tim Merlier. C'est un mec qui apporte des victoires. C'est un mec qui arrive à enchaîner les victoires. Là aujourd'hui, on peut noter encore le beau boulot d'Alaphilippe pour étirer le peloton, ce qui permet d'éviter qu'il y ait trop de situations où des coureurs sont obligés de frotter. Ça, c'est un gros travail. C'est le travail que faisait la Quick Step avec Kittel. Quand vous augmentez le rythme du peloton, forcément le peloton est plus étiré. Un peloton qui est plus étiré, c'est-à-dire des sprinteurs qui vont être moins obligés de frotter. Donc cette perte d'énergie-là qu'on va avoir au moment de frotter avec un adversaire, eh bien, elle va être beaucoup moins importante, même si tu vas un petit peu plus vite, donc forcément tu consommes un petit peu plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un Van der Berge également, des coureurs de ce type-là pour te protéger. Mais Tim Merlier, bien placé, mieux placé que Milan. Un sprint, Milan était plus puissant, je pense, aujourd'hui, mais le deuxième, c'était Merlier. Parce que Merlier, il est obligé de vraiment contourner par l'extérieur, c'est même assez chaud à un moment avec Agnoloski, il est obligé de passer par la droite pour contourner, pour trouver cette ouverture. Et ce qui fait la différence avec l'autre sprint où il fait la même chose, c'est que là, il ne gêne pas un autre coureur et que là, on voit bien qu'il y a obligation de contourner aussi. Il n'est pas en tête tout devant le peloton, il est obligé de contourner s'il veut trouver l'ouverture. Ça, il faut le prendre en compte également pour la différence par rapport à un autre sprint. Donc, belle victoire du côté de Tim Merlier. Deuxième coureur top aujourd'hui du côté des sprinters, Jonathan Milan. Parce que autant les jours précédents, j'avais dit sur ces 3 victoires, c'est vrai que son équipe était au-dessus sur ce Giro. Bah, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que ils se sont mis la pression tout seuls en fait, Lidl-Trek, à vouloir bloquer cette échappée à 2 minutes. Alors je pense qu'ils se sont dit, on est en 3e semaine, on veut pas qu'elle prenne de l'avance cette échappée, on veut bien la filtrer pour pas qu'il y ait de coureurs dangereux, c'est genre un Campenart, enfin, voilà, des profils Asgreen, Campenart, on sait un Alaphilippe, des roule toujours, des mecs qui peuvent durer très longtemps et qui peuvent tenir des grosses cadences même dans le final. On s'est dit, il ne faut pas avoir des coureurs de ce type-là, donc il faut éviter de se faire avoir. Donc on a roulé. Sauf que sur la fin, je pense qu'on manque un peu de main d'œuvre. Et puis on s'est perdu, tout simplement, on s'est perdu. Milan, il a perdu son poisson pilote. Ça arrive très rarement du côté de Jonathan Milan. Mais là, voilà, du côté de la Lidl-Trek depuis le début de saison. Mais là, on s'est complètement perdu. Et je trouve que son équipe a quand même été intelligente pour bloquer le tempo. Parce que si son équipe ne bloque pas le tempo à l'avant de la course, ça ne peut pas le faire. Il se retrouve complètement bloqué. Et puis je pense que le gros travail également qui a été effectué par sa structure, et il faut le dire dans le final, c'est grâce au fait qu'on bloque le rythme à l'avant, tout le monde s'est un peu regardé. Et dans ce genre de cas, ça revient de l'arrière. Ça ressemble un petit peu au sprint de Bordeaux, pour ceux qui s'en souviennent sur le Tour de France l'année dernière. On se regarde un peu, il n'y a pas une équipe qui arrive à qui décide d'emmener le rythme, tout le monde se regarde un petit peu et derrière qui en profite, Cavendish, Guermey qui était plutôt à l'arrière et qui arrive à remonter et à surprendre tout le monde. Milan, il a tenté de faire la même chose, sauf que Merlier était déjà parti, mais le sprint qu'il fait quand même sur les 200 derniers mètres, il était le plus fort et à Rome, ça sera le favori. Voilà, je vous fais un petit avant-goût de la vidéo de dimanche, ça sera le favori Milan, parce que sur ce Giro, il est au-dessus, tout simplement. Il va remporter un deuxième cycle, à part s'il abandonne, encore une fois sur les 2 dernières étapes, j'espère pas, parce que ça serait quand même dommageable pour lui, mais il remportera le maillot cyclamen et il remportera le classement général, voilà, tout simplement, de ce maillot cyclamen, et puis il aura dominé au niveau des sprints avec 3, voire potentiellement 4 victoires du côté de Rome. 3e coureur top du côté de cette journée, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Alors j'aurais pu mettre Dainese, parce que c'est vrai que 4e, c'est son 2e meilleur sprint du Giro. Après, c'est dommage du côté de Dainese, c'est qu'il lui manque Mayhofer. Je pense qu'avec Mayhofer, parce que Trentin, il est obligé de faire du boulot très tôt en fait.
Des 3,5 km de l'arrivée quasiment, tu vois Trentin devant. Alors il arrive à complètement déborder le train de la Groupama. Parce que là aussi, le train de la Groupama s'est fait complètement bouffer par le train de la Tudor aujourd'hui. Mais dans le final, forcément, il manque du monde pour Dainese. Après, il fait 4e. Il essaye de prendre la roue d'Hofstetter, mais comme Hofstetter anticipe, lance très tôt, Dainese se retrouve à manger du vent et il y a un déficit de puissance par rapport à Milan et Merlier. Mais j'ai décidé, moi, de plutôt mettre Caden Groves. S'il avait eu un train, Caden Groves, s'il avait eu un train sur ce Giro, Caden Groves, c'est très marrant parce qu'il fait quand même la même saison que Geraint Thomas quasiment. Invisible depuis le début d'année. Il y a l'objectif de la saison qui est le Giro, paf, il se réveille. Comme Geraint Thomas. C'est assez marrant parce qu'on parle beaucoup de Geraint Thomas et sa capacité à gérer les objectifs. Mais Caden Groves, là, cette année, il a été transparent. Depuis le début de saison, je l'ai beaucoup critiqué, même parce qu'il était transparent. Il a quand même réussi à s'en sortir sur ce dernier sprint. Il manque pas grand chose pour Caden Groves. Il manque, il en manque un petit peu quoi dans la fin, parce qu'il lui manque du vent. Je pense qu'il bouffe du vent pendant une fin d'étape. Voilà. Pourtant l'équipe est à son service, mais l'équipe n'est pas suffisamment solide autour de lui. Il manque du Sylvain Didier, il manque du Van Der Poel. Le problème, c'est que tu es face à Philipsen. Forcément, Philipsen récupère les meilleurs équipiers aussi. Quand tu t'appelles Caden Groves, que tu es un bon sprinter et que tu n'es pas le meilleur de ton équipe, forcément, tu te retrouves à avoir une équipe un petit peu plus faible, un petit peu moins bonne. Voilà, c'est dommage pour le coureur australien. Bon, on le retrouvera lui aussi à Rome. J'espère qu'il arrivera quand même à en claquer une, Caden Groves, parce qu'il a été présent sur tous les sprints. C'est avec Milan le deuxième qui a été le plus régulier. Il s'est vraiment battu, notamment sur les Inter-Giro, sur les sprints intermédiaires. Ça veut dire qu'il a voulu faire la course aussi. Il y a juste un sprint qu'il a vraiment raté, le même que Merlier, où les deux se retrouvent en dehors du top 10, et c'est ce qui fait la différence aussi par rapport à Milan en termes de points. Mais oui, il a été régulier, Caden Groves. Il en manque un petit peu, voilà, du côté du classement. C'est dommage pour le coureur australien. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne de cette journée. On va aller assez vite sur les bonnets d'âne. Le premier, Caleb Ewan. Alors là, je pense très clairement, du côté de Caleb Ewan, il y a un gros problème de relationnel avec Walscheid. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Caleb Ewan fait 7, Walscheid, je crois, fait 7 ou 11 de l'étape. Donc c'est-à-dire que Walscheid n'a pas bien correctement fait son travail par rapport à Ewan, parce qu'il n'y a que 3 places de différence entre les deux, quoi. Des fois ça arrive pour des sprinteurs. Caleb Ewan a quand même l'air d'être un personnage assez particulier. C'est un personnage bizarre de ce qu'on avait entendu l'année dernière du côté de la Lotto. C'est un personnage qui a l'air d'être atypique. Peut-être pas le coureur le plus facile à cerner. On a l'impression qu'avec Walscheid, ça se passe pas bien. Vous pouvez être un bon poisson pilote, comme Walscheid. L'année dernière, il faisait du bon boulot avec Brian Coca. Mais parfois, avec certains sprinters, ça ne matche pas du tout. Ça ne matche pas. Ça n'arrive pas à fonctionner. On n'arrive pas à trouver le timing. On n'arrive pas à se comprendre. Je pense que c'est le problème entre Caleb Ewan et Walscheid. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Là, aujourd'hui, c'est criant. Caleb Ewan mange du vent. Dans le final, à 750, 800 mètres, il mange du vent. Et Walscheid fait 11. Pourquoi à ce moment-là, Walscheid n'est pas venu essayer de le remonter? Parce qu'on ne s'est pas compris, parce qu'on n'avait pas les mêmes timings et qu'on n'arrive pas à trouver, je pense, des atomes crachus. C'est pas le premier poisson pilote qui est bon et qui n'arrive pas avec un sprinter. Pasqualone avec Christophe, c'était une catastrophe. Ça ne marchait pas du tout. Pasqualone avec Milan, c'était parfait l'année dernière. C'était toujours le même Andrea Pasqualone. Ça a marché également cette année avec Bauhaus. Bon, ça n'a pas été parfait, mais bon, il fait le job pour Bauhaus. Là, Walscheid, ça ne se passe pas bien du tout par rapport à Caleb Ewan.
Si ton poisson pilote n'arrive pas à emmener ton sprinter, c'est compliqué. Alors pourquoi le renational est difficile? Est-ce que parce que Walchild considère qu'on aurait dû lui proposer le poste du numéro 1 parce que Caleb Ewan ne faisait pas correctement son travail sur ce Giro? Est-ce qu'il y a des popotes en interne où on considère que Caleb Ewan se désintéresse de la course, qu'il ne travaille pas suffisamment, qu'il ne s'est peut-être pas bien entraîné avant ce Giro, qu'il n'est pas assez impliqué dans l'équipe, ce qu'on nous disait un petit peu du côté de la Lotto l'année dernière? Donc est-ce que Walchild considère qu'on aurait dû lui donner le poste de numéro 1 vu tous les problèmes, toutes les erreurs qu'apportait Caleb Ewan? Est-ce que c'est un problème tout autre? Est-ce qu'on avait promis lors du contrat qu'a signé Walchild qui serait sprinter numéro 1 sur un grand tour et qui se retrouve à être numéro 2 et qui fait la gueule de cette manière-là? Mais ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Là, on est sur un sprint raté pour cette équipe. Et c'est dommage parce que Caleb Ewan, il y avait peut-être des meilleures jambes que sur les autres jours. Mais il mange du vent, encore une fois, dans le dernier kilomètre. Si vous mangez du vent dans le dernier kilomètre, face à un Milan, face à un Merlier, c'est impossible de réussir à rivaliser. Surtout qu'encore une fois, Caleb Ewan n'est pas au-dessus du lot aujourd'hui. Caleb Ewan, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas un coureur que au-dessus du lot. Si en plus ça se passe pas bien avec ton poisson pilote, là ça commence à devenir vraiment très très compliqué pour le coureur australien. On continue avec Andresen, le Danois. Ouais, c'est pas fou. Hein. La DSM quand même, c'est pas leur Giro. Hein. Du côté de la DSM. Bon, Andresen a fait une 5e place, Romain Bardet est dans le top 10 du général, a fait une 2e place sur une étape. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi. Hier, ils ont roulé toute la journée pour pas grand chose. Ça a peut-être manqué à Andresen, notamment aujourd'hui, parce que hier, Inver Marqueux avait fait beaucoup d'efforts, mais toute l'équipe DSM avait fait beaucoup d'efforts. Là, aujourd'hui, il fait 16e pardon, de l'étape. C'est peut-être dû tout simplement aux erreurs de la veille, d'avoir raté l'échappée, de vouloir rouler à tout prix alors que tu as raté l'échappée pour au final ne pas faire un grand résultat. Énerver en plus l'équipe du maillot rose. Voilà, c'était peut-être pas l'idée du siècle du côté de la DSM. Là aujourd'hui, Andresen, ça s'est pas bien passé. Absent complètement du sprint, mais en même temps, il était tout seul. Pas d'équipe pour l'accompagner. Bon, voilà, ça n'a pas été d'une efficacité énorme du côté de la DSM. Et puis je termine avec Gaviria. Certes, aujourd'hui, il fait 6e, mais je regardais un petit peu son classement Gaviria sur les différents sprints de ce Giro. Aucun top 5. Il a fait 6 à 2 reprises, 7 à 2 reprises, 9e à Fossano. On est loin quand même du Gaviria de l'époque UAE qui est arrivé à gagner des sprints, de Gaviria de l'époque Quick-Step également qui était très fort. On est loin des coureurs de cette période-là. Là, depuis le début de saison, il y a eu une victoire sur le Tour de Colombie. Et sinon, il y a un autre top 5 sur ce Tour de Colombie avec la 2e place sur l'étape numéro 4. Depuis, il est entre 6 et 9. Voilà, quasiment tout le temps. 14e de Bruges de Panne, qui est un moins bon classement. Mais sinon, il est entre 6 et 9 sur toutes les étapes où il a pu prendre un sprint. Il est entre 6 et 9. Il a plus le timing sur ses sprints. Il lance souvent beaucoup trop tôt. Donc ça, c'est déjà un énorme problème. Donc des errances au niveau du timing. Puis surtout, il a plus les jambes, quoi. Il a plus les jambes. On parlait de Caleb Ewan. Il est aussi, c'est un coureur qui a 29 ans. On parlait de Caleb Ewan. Alors, il a commencé en 2013 en Continental. Il est pro en World Tour depuis août 2015. Entre-temps, il a fait aussi pas mal de pistes, Gaviria. Au départ, c'était un coureur qui faisait de l'omnium. Il a même été champion du monde de l'omnium. On a l'impression qu'il est en manque d'un second souffle, Gaviria. On pensait que chez Movistar, il allait retrouver peut-être des très bonnes jambes après une année 2022 qui avait été, une période du UAE qui n'avait peut-être pas été parfaite, assez irrégulière, surtout à partir de la Covid. Mais là aujourd'hui, il
Enfin, son début de saison, il est pas bon. Voilà, il faisait même pas partie des favoris, il faut bien le dire, au début de ce Giro. Gaviria, il y a 2-3 ans, au début de ce Giro, on aurait dit outsider. Outsider, il y a une équipe, vous avez Quintana, on ne sait pas trop où en est Quintana, on aurait dit outsider. Aujourd'hui, on dit, allez, il va peut-être réussir à faire un top 10, peut-être le top 5, mais c'est hyper décevant, Gaviria. Et pourtant, il n'a que 29 ans. C'est là où on voit que certains pensent qu'un Remco Evenepoel, un Pogacar qui ont commencé jeunes, Vingegaard qui sont arrivés au top jeunes, certains pensent qu'ils vont collectionner les Tours de France, les grands tours, ils vont collectionner les bons résultats, que Remco Evenepoel va avoir 6 ou 7 Liège-Bastogne-Liège. C'est pas sûr, parce qu'il y a la fatigue mentale du monde professionnel. Le monde professionnel, c'est un monde d'exigence. D'exigence pendant 250 jours, 300 jours dans l'année, où tu es obligé d'être à fond à l'entraînement, à fond au niveau de la diététique. Tu peux pas manger ce que tu veux. Tu peux pas te reposer comme tu veux. Tu peux pas dire un jour, je vais pas aller m'entraîner, je le ferai demain. Ça, c'est pas possible. Et un jour où il faut être fort mentalement, parce que des fois, même en faisant très bien la nutrition, même en faisant très bien ton travail, tu peux ne pas forcément gagner, parce qu'il peut y avoir des impondérables, une chute, un mauvais placement, un équipier qui lui n'a peut-être pas bien travaillé, qui n'a peut-être pas fait correctement la diététique. Et puis c'est compliqué pour un coureur colombien, parce que, encore une fois, 90% du temps, il n'est pas auprès de ses proches. Et ça, c'est pas évident à vivre. Et on s'aperçoit que Gaviria, à 29 ans, il est peut-être rincé, tout simplement. C'est sa dernière année de contrat avec la Movistar. Si par exemple, en fin d'année, on me disait il repart en Colombie dans une équipe continentale, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris parce qu'encore une fois, toutes les difficultés du monde professionnel. Là, j'ai vraiment l'impression, on parlait de Caleb Ewan, pareil, d'un coureur qui n'arrive pas à se relancer, qui n'arrive pas à trouver un second souffle dans sa carrière et qui commence à s'enliser un petit peu au niveau des résultats. Moi, Gaviria, je pense que ça sera compliqué qu'il reste dans une équipe World Tour parce que chez UAE, la fin s'est pas bien passée. Chez Movistar, sur les grands tours, il a été transparent. Et il a eu quand même peu de grands résultats. Je suis une équipe World Tour. Allez, peut-être la Cofidis. Je me dis que la Cofidis peut tenter de le relancer, mais c'est quand même un gros coup. S'il a un salaire qui est élevé, ça vaut pas le coup. Et il faut qu'il ait un petit salaire. Là, tu te dis, tu essayes de le relancer. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ok, banco. J'ai fait une belle perf. Mais s'il demande un salaire comme il a eu chez UAE ou comme il a peut-être chez Movistar, ça marchera pas pour Gaviria et il ira en continental en Colombie. Voilà, tout simplement. Allez, on termine cette vidéo avec les différents classements. Le débrief des différents classements, on commence par le classement de l'étape qui est remporté par Tim Merlier, deuxième victoire pour lui sur ce Giro, troisième victoire en tout sur le Tour d'Italie, devant Jonathan Milan et Caden Groves, troisième de cette journée de nouveau. Les coureurs décevants, donc Caleb Ewan 8e, Laurens Pitty 13e, Hofstetter 12e pour cette étape. On voit également Van Dijk, Leonardi assez loin, 18e, juste devant Donovan Grodin, mais du côté d'Arkea BNB Hotel, Donovan Grodin, il a fait le sprint, mais bon, c'était pas la carte numéro 1 de cette formation. C'est vrai qu'en ayant perdu d'équerre, Jente Bierman, c'était un petit peu compliqué pour le Français. Classement général, pas de changement. Pogacar toujours en tête devant Martinez, Geraint Thomas, Ben O'Connor. Du côté de Ben O'Connor, maintenant on se concentre plutôt sur Tiberi que sur la troisième place. Il faudrait une défaillance désormais de Geraint Thomas et de Daniel Felipe Martinez pour monter sur le podium et surtout que Tiberi ne lui passe pas devant. Arensman, Romain Bardet 7e, Rubio, Zana, Jan Hirt complète le top 10. Et du côté de Pozzo Vivo, maintenant on est 20e avec une étape 17 qui a été compliquée pour le coureur italien. Du côté du classement du maillot cyclamen, c'est Jonathan Milan qui est en tête devant Caden Groves et Tim Merlier. On retrouve ensuite derrière Fiorelli, mais on voit que l'écart est important, 127 points entre Milan et Caden Groves. Merlier qui regrettera sa disqualification, son sprint raté de la deuxième semaine, parce que ça lui coûte potentiellement de jouer avec Milan pour ce classement du maillot cyclamen. Donc là, il y a une petite déception. Fiorelli Alaphilippe, toujours le match également
du côté des Sprint Volante, du côté des Inter Giro, entre ces deux coureurs. Et puis Pogacar, Pietro Bonne, Maestri, Ballerini, Narvaez complète le top 10. Du côté du maillot bleu, du maillot de la montagne, c'est Pogacar qui est en tête avec 230 points, c'est-à-dire 82 points d'avance sur Giulio Pellizzari. Son dauphin, on retrouve ensuite Steinhauser, le coureur allemand qui est troisième devant Quintana, Geschke, qui au départ avait fait de ce classement du maillot bleu un objectif. Au final, c'est quand même mal embarqué à la Philippe Martinez. Pour compléter, du côté du maillot blanc, Tiberi toujours en tête avec 41 secondes d'avance sur Arensman. Zana toujours là, en embuscade, il faut s'en méfier, à 3 minutes 23. Et puis après, derrière, c'est un petit peu plus compliqué, mais Davide Piganzoli fait quand même un Giro intéressant, avec la 4e place de ce classement des jeunes, devant pareil peintre, Alex Baudin, qui, oui, depuis le contre-la-montre a quand même un petit peu du mal. Le Français Aleotti vers Marqueux, Zambanini, Mauri, Van Sevenant, 10e. Et puis du côté de ce classement par équipe, eh bien, Decathlon est en tête avec 16 minutes 46 d'avance sur la UAE. On retrouve ensuite la Bahreïn, la DSM et Astana qui complètent ce top 10. Là aussi du côté de la Bardiani, désormais on est 9e et regardez les écarts, 1 heure pour la Bahreïn Victorious qui est 4e et la Groupama qui est dernière est à 7h05. Donc là aussi ça montre que malgré un Tour d'Italie qui n'a pas été très montagneux, eh bien on a eu des écarts très très importants. Du côté de cette vidéo, eh bien, elle est finie. Nous, on se retrouve demain. Présentation de l'étape numéro 19. Une étape avec un final montagneux. Mais est-ce que les leaders se bagarreront pour la victoire d'étape? Ce n'est pas sûr. Et puis, on se retrouvera demain vers 21h, 21h15, 21h30 peut-être pour le débrief de cette étape numéro 19. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur ce Giro. Ciao, ciao!